Bonsoir, la ligne est ouverte au 39 21. Quel que soit le problème qui vous préoccupe, vous pouvez m'appeler. Vous y serez accueillis par Asiba et Quentin. Nous sommes en direct jusqu'aux alentours de minuit 35, heure à laquelle vous avez rendez-vous sur Europe 1 avec Nagui pour Taratata. Et en attendant, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'écrire sur le site dublanche.europe1.fr ou m'envoyer un message au 7 21 21 code nuit. C'est Philippe Chartier qui réalise cette émission 39 21. Je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Trouvez la personne qui vous correspond. Parship, leader européen de la rencontre par affinité, analyse 30 dimensions de votre personnalité pour vous proposer les partenaires qui correspondent vraiment à vos aspirations. Découvrez maintenant vos suggestions de partenaires sur notre rubrique internet rencontre.europe1.fr. Alors on va commencer par quelques courriels dans lesquels vous réagissez à des témoignages d'hier soir. Il y a Hervé qui, j'ai pas pu lire son témoignage hier, mais qui revient sur l'histoire de Josette. Josette nous avait appelé, elle a toujours 72 ans, elle est veuve et elle repensait à un jeune homme qu'elle avait rencontré à un bal du 14 juillet quand elle avait 16 ou 17 ans. Ce jeune homme avait 19 ans et il lui avait volé un baiser. Alors elle se demandait, elle en avait très envie de lui envoyer une petite lettre pour renouer, reprendre contact avec cet homme. Et Hervé nous écrit pour dire: en écoutant Josette, j'ai pensé à une nouvelle fabuleuse de Stéphane Zweig intitulée Lettre d'une inconnue. Et finalement, l'idée du 14 juillet est édifiante. Le plus subtil, dit Hervé, serait de rappeler à cet homme l'épisode du baiser de manière épistolaire, sans que Josette divulgue son identité. Ensuite, lui donner rendez-vous le 14 juillet à une soirée dansante et en feignant l'indifférence. Le 14, il précise pas d'ailleurs juillet, c'est moi qui l'ajoute. Le 14 à une soirée dansante et en feignant l'indifférence, voir si monsieur a mis un visage sur cette histoire de bal de jeunesse. Il ne l'a peut-être lui-même jamais oublié et se fera un plaisir de le révéler à Josette sur le bout des lèvres, nous dit Hervé. Ouais, il a cogité, Hervé. Et puis on a alors beaucoup de messages aussi pour Mireille. Mireille qui était intervenue alors dans un contexte plus douloureux puisque Mireille s'était séparée après 22 ans de mariage. Au bout de 6 ans de mariage, elle avait découvert la bisexualité de son mari. Elle avait néanmoins choisi de rester avec lui. Elle est séparée de lui depuis 1 an et ce qui la faisait beaucoup souffrir, c'était notamment de ne plus avoir de contact avec sa belle famille, ses beaux-parents notamment, à qui elle était très attachée, Mireille n'ayant pas eu de bons rapports avec ses propres parents, et ses beaux-parents lui ont tourné le dos puisque Mireille et son mari d'un commun accord avaient décidé de dire qu'ils se séparaient, comme ça, justement d'un commun accord. Et puis ce dernier semble-t-il n'a pas respecté ce contrat et se victimise un peu aux yeux de sa famille. Donc c'était doublement douloureux pour Mireille qui encaisse finalement la responsabilité de l'échec entre guillemets de leur union. Donc beaucoup d'entre vous disaient qu'il fallait qu'elle révèle le pourquoi de la séparation. Moi, je tenais une position contraire en disant que tout ce qui ressortait de la sexualité n'avait pas à être révélé
aux parents. Alors il y a des réactions qui arrivent. Il y a Marie qui nous écrit, qui dit mais pourquoi Mireille n'a-t-elle pas évoqué plus tôt la situation avec ses beaux-parents pour leur demander simplement de l'aider à aider leur fils à mieux s'assumer dans son identité réelle, car il s'agit de cela dans l'histoire de cet homme, un manque de dialogue et de confiance dans l'amour de ses parents, comme les choses auraient alors changé. Marie qui dit je voulais vous donner la suite mais ça passe pas dans votre site, avec toute mon affection pour ces enfants qui n'arrivent pas encore aujourd'hui à dialoguer avec leurs parents qui les aiment pourtant, dit Marie. Alors ces enfants, elle parle je pense de ces enfants qui n'arrivent pas à dire leur homosexualité. Il y a Agnès qui dit émue par le témoignage de Mireille car j'ai vécu la même chose dans l'enfermement de la honte et du silence jusqu'à son décès par sida. Résultat, tentative de suicide suivi d'un mois d'hôpital. Mireille doit parler. Paula, elle, dit ce n'est pas à Mireille de révéler les déviations sexuelles de son mari à la belle famille, c'est à cet homme de le faire. La belle famille ne pardonnerait pas à Mireille de le faire. Et puis de toute façon, à quoi bon vouloir garder l'estime de la belle famille puisque cet homme, lui, reste bien silencieux, dit Paola ou Paula. Alors moi aussi j'ai réfléchi à ça. C'est vrai qu'il y a des témoignages comme ça qui nous poursuivent, enfin qui au-delà de l'antenne. Et je me disais que peut-être dans la mesure où ça tourmentait beaucoup Mireille et finalement plus la rupture avec cet homme, c'était plus la rupture avec la famille de cet homme, cette famille que Mireille n'avait pas eue au fond et qu'elle avait trouvée, cette famille de cœur qu'elle s'était trouvée, qu'elle pourrait peut-être écrire une lettre à ses beaux-parents dans laquelle elle leur ferait part de sa tristesse de ne plus les voir, en disant que elle comprenait évidemment que la séparation avec leur fils les affecte. Mais et puis peut-être là qu'elle pourrait dire après tout que au fond eh bien que même s'il donnait comme ça l'apparence d'un couple sans histoire, sans problème, qu'il rencontrait des difficultés liées à leur intimité de couple, ce qui est une façon de dire les choses, mais que cette séparation ne remet pas en cause l'affection et la tendresse qu'elle éprouve pour eux, c'est-à-dire ses beaux-parents, et qu'elle espérait garder une relation chaleureuse, ne serait-ce que par rapport à ses enfants, parce que quoi qu'il en soit, les beaux-parents seront toujours les grands-parents des enfants de Mireille et qui seront associés aux événements importants de la vie de ces derniers. Donc peut-être, je ne sais pas ce qu'en penserait Mireille, mais que ça pourrait l'apaiser de ne pas rester dans le silence et de pouvoir dire bien déjà elle est affectée de la rupture de ce lien et de leur faire part bien de toute la tendresse et l'affection qu'elle a pour eux, et puis de dire que oui, ce qui se passe finalement rappeler après tout à ses beaux-parents que il y a des choses qui relèvent de l'intimité et dont il est parfois difficile de parler, ce qui veut dire que finalement c'est aussi tout à son honneur parce que au fond elle ne blesse personne dans l'histoire. Elle justement, elle ne crache pas son venin, elle ne dit pas, elle ne porte pas atteinte à l'image du fils. Elle reste assez digne dans cette histoire et tout en disant que elle est triste de la rupture de ce lien. Voilà. Bon, on va maintenant changer de sujet. Il y a Annie qui me dit je perds la tête ou quoi, où vous êtes à Nice? Non, on est à Paris nous. Mais en tout cas, il y avait l'air d'avoir une sacrée ambiance à Nice chez Laurent Ruquier.
public de Nice extrêmement chaleureux. Donc, il y en a peut-être parmi vous qui sont à l'écoute. J'espère que vous avez été heureux de rencontrer toute l'équipe d'Europe 1 qui, effectivement, était à Nice aujourd'hui. Non, nous sommes à Paris, comme d'habitude. On accueille tout de suite Jacqueline. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis très heureuse de pouvoir participer à l'émission et je voulais un petit peu parler de ce qui m'est arrivé au cours de ma vie. Donc, il s'avère que effectivement, j'ai été mariée pendant 24 ans. De ce mariage, nous avons eu donc 4 enfants. Et il s'est avéré que mon mari était quand même quelqu'un qui était assez méchant, violent, au départ sur moi, mais plutôt après avec les enfants. Je ne m'étendrai pas là-dessus parce que c'est assez douloureux. Mais il est vrai que quand alors j'ai subi cette situation parce qu'il y avait quand même une emprise et puis un éloignement, ce qui est souvent le cas de tous les amis, de la famille, empêchant de passer le permis, d'avoir même un portable personnel, de pas, quand je recevais ne serait-ce que ma mère ou ma soeur à la maison, ils se débrouillaient pour qu'on se dispute, pour qu'ils ne reviennent pas, mais bon, elle revenait tout de même. Donc, et puis, le temps a passé, les enfants n'ont pas supporté, donc c'est vrai qu'ils avaient aussi peur du papa, qui était en vivait quand même dans le stress constamment. Et le grand a commencé par fuguer à l'âge de 14 ans parce qu'il avait peur des représailles pour des mots dans son cahier ou pour des notes, des notes qui n'étaient pas satisfaisantes pour lui. Donc, de fil en aiguille, il a parlé à l'assistante sociale de l'école qui m'a convoquée. Et donc, par ce biais, parce qu'on était quand même dans un état de crainte constant, j'ai pu, moi, engager une procédure de divorce qui se termine normalement ce mois-ci. Je voudrais dire aussi que j'ai rencontré quand même. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir l'aide juridictionnelle. Le son est très très mauvais. J'ai beaucoup de mal à vous entendre. Oui. Attendez. Vous m'entendez mieux là? Allô? Allô? Je ne sais pas ce qui se passe avec votre téléphone, mais pas très bien. Vous m'entendez mieux là? Un petit peu mieux. Oui, un peu mieux. Oui. Je sais pas si je change. Oui. Là, j'ai l'impression que vous parlez mieux dans le combiné. Oui, je vous entends mieux. Vous avez une aide juridictionnelle donc pour votre divorce? Voilà. Et puis. Au départ, les avocats étaient de mèche, donc j'ai fini par le savoir. J'étais convoquée dans le cabinet avec les 2 avocats pour avantager mon ex, quoi. Et c'était terrible pour moi parce que donc j'ai demandé des changements, mais effectivement après l'aide juridictionnelle elle est partagée, donc j'ai pas du tout été aidée et c'est vrai que j'ai aussi souvent vu des assistantes sociales parce que lui c'est quelqu'un qui est manipulateur et pervers et donc et c'est vrai que comme j'avais certains certificats médicaux mais j'avais pas pu porter plainte ou des choses comme ça, donc ils nous disent c'est pas la peine, vous pouvez pas faire un divorce pour faute, vous êtes obligé de faire un divorce à l'amiable, donc ce qui fait que... L'avocat vous dit ça malgré les certificats médicaux pour violence? Oui, j'avais des certificats médicaux. Et malgré les témoignages des enfants? Les témoignages des enfants ne comptent pas dans un divorce. D'accord. Si c'est pas du pénal. Comme moi, j'avais pas porté plainte. Oui, d'accord. Il n'y avait pas eu de plainte de déposer, oui. Voilà. J'avais juste des certificats médicaux, mais j'avais pas de plainte, effectivement. Donc, on fait tout pour essayer d'un peu d'étouffer. Et c'est vrai que c'est difficile, très difficile à vivre. Parce qu'on se dit que, donc en fait, il y a eu 2 changements d'avocat, parce qu'on ne m'aidait pas du tout, et que je pouvais pas, alors lui m'accusait, et moi je pouvais pas porter des preuves qui auraient pu, servir, parce qu'ils disent que, et donc c'est vrai que c'est difficile à gérer de vivre, ces choses, d'autant plus, on a eu, vous savez, une protection de l'enfance, donc l'assistance, le juge des enfants qui fait venir une assistante sociale, et comme la première qui connaissait toute l'histoire, on ne sait pour quelle raison est partie du service avec le dossier,
On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais c'est finalement c'est votre fils de 15 ans qui en a parlé à l'assistante sociale de son collège. Enfin, oui, qui va convoquer. C'est ce qui a déclenché tout. C'est ce qui a fait qu'à un moment, vous avez, osé briser le cercle de la violence. Voilà, sinon j'étais coincée. Et là, du fait que ça s'ouvrait, et du fait que ça s'ouvrait, grâce à lui quelque part, j'ai pu faire la démarche qui était pour moi quasi impossible. Alors on peut ne pas le comprendre parce que beaucoup de gens m'ont dit mais enfin je comprends pas. Et moi si je passe c'est parce que maintenant avec le recul je me dis t'aurais dû le faire plus tôt, quitte à. Mais vous voyez, il y avait eu à un moment donné encore des violences. J'avais voulu aller chez ma mère, mais même ma mère n'a pas voulu me prendre. J'avais atterri chez une amie avec mes enfants sur les bras. Elle avait déjà 8 enfants. Oui. Divorcés, vous voyez, ils avaient peur parce qu'ils savaient, c'était sous-jacent. On ne savait pas vraiment, mais on savait. Et donc, vous voyez, c'est vrai que quand on n'est pas soutenu comme ça, quand on est et même au niveau des assistantes sociales, je voudrais pas tout mélanger, mais quand je parle de l'AEMO, il y a une première assistante sociale qui est, elle connaissait l'histoire. Donc elle me soutenait l'enfant, tout ça. Et après, j'en ai encore un. Maintenant, celui qui a 14 ans, qui avait 15 ans, il a 18 ans maintenant. Et il a refusé de voir la seconde assistante sociale qui nous a... Parce que, en fait, sans m'avoir vu, mon ex n'arrêtait pas de la harceler, de lui parler, de lui raconter des mensonges. Et donc, dès les premières fois, ce qui est surprenant, elle me dit, si vous continuez, je vais vous enlever vos enfants dès le deuxième rendez-vous et je vais vous placer dans un asile psychiatrique. Non, mais je suis restée... Mais vous imaginez quand on vient vous dire ça alors que vous êtes victime de coups, de blessures et qu'on vient... Alors là, c'était surprenant, quoi. Et donc, j'ai dû écrire à la juge, quoi. Je me suis pas laissée faire. Je suis allée voir l'association sur Lyon. Donc, c'est une juriste de l'association de femmes battues qui m'a donc aidée à écrire ce courrier en disant que elle agissait pas du tout en tant qu'éducatrice. Enfin, elle faisait pas correctement son travail, quoi. Elle était partielle. Elle écoutait qu'une partie et que voilà. Donc, mais avant ça, j'avais pris rendez-vous avec le directeur pour dire ce qui se passait. Et il a rien voulu entendre. Donc moi, j'ai pris les devants. Et voilà. Donc on en est là, mais c'est vraiment que c'est difficile à gérer parce que les enfants me disent, maman, t'aurais pu le faire plus tôt, surtout les grandes. Et oui, c'est ça, bien sûr, forcément. C'est inévitable, en même temps. Une de 22 ans qui a 2 enfants et une de 21 ans qui vit avec un ami et elles ont souffert. Mais en même temps, elles m'ont dit, maman, heureusement que tu étais là parce que grâce à toi, on a été heureuse parce que malgré tout, je faisais tout ce que je pouvais, tout ce qui était en mon pouvoir pour les rendre heureuses. Je les faisais partir du contexte. On passait la journée dehors constamment, quand on pouvait. C'est peut-être ce qu'il faut retenir aujourd'hui finalement, c'est que vous sortiez enfin de cet enfer. Alors évidemment pas sans mal et sans difficulté. On sent à quel point vous avez besoin d'en parler et vous trouvez cela très injuste qu'ils s'en sortent comme cela. J'ai envie de dire, qu'ils s'en sortent finalement bien, alors que pendant 24 ans, il vous a fait subir un enfer conjugal, mais en même temps, vous étiez totalement sous emprise, hein. C'est finalement, vous le dites bien, c'est l'intervention de votre fils qui a été le déclencheur avec, au fond, l'assistante sociale qui, en vous convoquant, a mis en marche, vous a permis, vous, de réagir. Parce que même la violence, parce qu'il y a parfois des femmes qui sont victimes de violences, qui n'arrivent pas à en sortir, parfois lorsque ça touche les enfants, là, elles peuvent intervenir. Mais là, vous étiez dans un tel état que vous étiez totalement sous emprise. Alors, je pense, est-ce qu'on vous a proposé, il y a des services dans les tribunaux d'aide aux victimes. Est-ce que vous avez contacté, vous me dites, une association? Est-ce qu'on vous a proposé un suivi psychologique? Parce que à plusieurs reprises, un suivi psychologique, non, vraiment, non. Pas vraiment. En fait, si vous voulez,
enfin, j'avais emmené mes enfants, ça s'appelle la Maison des Ados sur Lyon, donc c'est un endroit où Oui. on reçoit les ados et ils peuvent parler, donc ils ont pu poser ce qu'ils avaient à dire, Oui. moi Oui. aussi, donc on a pu en parler, ça a été noté quelque part, voilà. Et moi, c'est vrai que quand je me suis démenée, mais je vous assure, dans plein d'associations différentes, mais c'est vrai que on dit, il faut que les femmes parlent. Moi, je voudrais dire aussi ce soir que on dit qu'il faut que les femmes parlent, il faut qu'elles aillent dans les associations pour femmes battues et tout. Mais j'ai suivi une association pour femmes battues qui s'appelle le VIF à Lyon, qui est du reste très bien, mais ils sont pleins, ils ne peuvent pas aller au-delà de ce qu'ils ont en capacité pour recevoir les personnes. Donc moi, il était prévu de me prendre à un moment donné et de m'envoyer vers Strasbourg. Et le problème, c'est que j'avais 2 opérations à faire et ils m'ont dit personne ne pourra garder vos enfants. Et donc, j'allais partir en anonymat sans que plus personne ne sache parce que, oui, mais ils n'ont pas tous les moyens, même les assistantes sociales au jour d'aujourd'hui, on sent bien que les femmes qui veulent partir de chez elles, qui ne travaillent pas, bon moi j'ai eu travaillé, puis après c'est vrai que j'étais gardienne, puis j'ai été agressée, j'ai perdu un bébé, donc après nous avions économisé, nous étions dans la maison où enfin je suis encore dans la maison, il en est parti, que nous avons acheté, que nous devons d'ailleurs vendre, mais j'ai couru, j'ai fait, de partout, il y avait des associations, mais malgré ça, on sent qu'ils sont coincés, on sent qu'ils peuvent pas. Moi, quand ça allait mal avec mes avocats, j'avais demandé à ce qu'ils me proposent un avocat qui s'occupe justement Mais de vous ça. me parlez de ça, c'est il y a combien de temps? Tout au long de mon divorce, là, je vous parle. Ah oui, dans le cadre de votre divorce. Oui, d'accord, c'est ça, mais pas pendant ces 24 ans. Oui, c'est ça, pendant le divorce, là. Bon, écoutez, je crois que maintenant, ce qui est important, c'est que vous soyez soutenu psychologiquement, hein, parce que 24 ans dans une telle atmosphère d'emprise et de violence, vous avez, je pense, vraiment besoin d'être aidé, soutenu, parce que ça laisse des traces. Hein. Ça laisse des traces, parce que je me bats au jour d'aujourd'hui, parce qu'il faut que j'y arrive. Là, je vous dis, je suis au chômage, j'ai la maison à payer, j'ai des enfants qui vont à l'école, il faut être présent, il faut être là. Il y a beaucoup de démarches de divorce à faire. Il y avait des changements. Il y a en fait, si vous voulez, moi, quelque part, je voudrais dire aux femmes qui sont chez elles et qui n'osent pas, qu'il y a toujours moyen, je pense que maintenant, avec les gens parlent, donc il y a plus de moyens mis en œuvre. J'espère que les hommes politiques vont développer des endroits où les femmes pourront être placées, gardées, parce que c'est cette crainte qu'ils vous retrouvent et qu'ils vous fassent du mal, parce que... Mais 2010 va être une année consacrée, à la lutte contre les violences conjugales. Hein. Donc on espère effectivement que ça va être vraiment pris en compte. Celles qui travaillent pas, par exemple, elles voudraient partir, mais si la famille ne les reçoit pas, comment elles font si elles n'ont rien? Elles sont obligées de revenir, parce que ça peut pas durer longtemps d'atterrir chez quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire? Et souvent, elles sont bloquées, donc elles restent là dans ce... Oui, mais c'est évident, il faut qu'il y ait toute une mise en place. Il y a des foyers qui accueillent les femmes, mais pas les enfants, ou en tout cas les enfants... pas au-delà d'un certain âge, et les petits-enfants, c'est vrai que ça demande des moyens, des structures adaptées. C'est vrai qu'il y a une vraie réflexion à avoir autour de ce problème, et que c'est complexe, et bon... On sent que aujourd'hui vous avez pris le taureau par les cornes, vous réagissez, mais je vous le répète, c'est important aussi que vous ayez un lieu pour être soutenu, parce que là vous êtes dans le divorce, dans le côté où vous êtes en colère là, hein, c'est la colère qui prend le dessus, ce qui est très sain, mais je vous dis, on ne sort pas indemne d'une telle situation, donc c'est important quand même que vous soyez bien soutenu aussi, hein. C'est pour ça que je vous parlais du bureau d'aide aux victimes. Demandez à votre avocat. Il faut vraiment que vous ayez un lieu aussi pour parler de vous et de ce que vous avez vécu, vous, et que vos enfants soient entourés également, hein.
Mes enfants le sont, puisque Bon, je les emmène. d'accord. C'est une La maison des adolescents, et voilà. qui les aide beaucoup. Bon. On est Tant mieux, tant mieux. Mais oui, effectivement, je pourrais aller voir. Vous avez les CMP aussi, sinon, parce que vous pouvez faire un travail parallèlement, un travail personnel qui n'est pas incompatible avec des groupes de parole au sein des associations. Vous voyez, les deux ne sont pas incompatibles, hein. L'association VIF sur Villeurbanne, elle fait un travail qui est conséquent, je pense. Et moi, c'était surtout par rapport au droit que je suis allée la voir, mais c'est vrai que c'est des gens formidables. C'est des gens qui, en fait, sont bénévoles. Donc, oui. Heureusement que ces gens sont là, heureusement qu'il y a des personnes comme ça qui connaissent en plus. Ce qui est bien, c'est qu'elles savent elles connaissent par c'est indispensable. Dont les hommes procèdent pour vous maintenir sous une coupe, et elles vous aident à justement sortir de ces choses-là. Et c'est indispensable. C'est un travail formidable, mais moi je voudrais dire à toutes les dames qui m'écoutent et qui souffrent, et il faut agir, quoi. Il faut pas rester comme ça, il faut pas avoir peur. Moi, vous l'avez dit en tout cas, et votre message a été entendu. Prenez soin de vous maintenant. Je vous remercie Caroline, très bonne soirée. Au revoir Jacqueline. Merci, au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Jean-Laurent. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, merci de m'accueillir. Mais je vous en prie. Oui, je vous ai fait parvenir quelques notes. Oui, que j'ai bien reçues. Quelques notes, même un long dossier. Ouais. Oui, oui, moi j'ai essuyé un cyclone, effectivement, moi aussi. Il faut du temps pour s'en remettre, en fait. Tout le monde ne l'envisage pas comme ça, quoi. Je crois que la médecine, je voudrais pas l'accabler, mais je crois que c'est pas une science, c'est un art. Et elle est un peu prétentieuse parfois. Moi, je sais ce que j'ai l'impression d'avoir. Vous en voulez beaucoup aux médecins, à la médecine. Oui. Oui. Disons que au départ, ce qui s'est passé, donc, c'est que j'ai aimé quelqu'un qui au fil du temps, je me suis aperçu qu'elle ne m'aimait pas puisque j'avais pas de nouvelles. Mais j'ai pas pu avoir de formulation avec elle d'impossibilité de relation. Et donc, à la suite de ça, alors une erreur qu'il faut pas faire, vous dites qu'il faut pas que les parents parlent de leur intimité avec les enfants, évidemment. Je crois qu'il faut aussi, même à l'inverse, que les adolescents, les jeunes gardent pour eux plein de choses dans le domaine des sentiments, parce que y a des choses qu'il vaut mieux pas dévoiler. Moi, j'en ai dévoilé, et donc j'ai subi une séquestration consécutive à tout ça. Oui, mais Jean-Laurent, je crois que là vous racontez selon votre point de vue. Ouais. En fait, de séquestration, vous avez été hospitalisé. Effectivement, après, contre votre gré, mais parce que oui. vous souffrez. On m'a attribué une pathologie, évidemment. Donc, oui, alors c'est ça le problème, c'est que c'est curieux parce que vous ne parlez pas de la même façon que. Je suis un petit peu surprise. Vous ne parlez pas, enfin surprise, oui et non. C'est-à-dire qu'au standard, vous avez tout à l'heure dit assez calmement, comme vous le faites là, à la jeune femme qui vous a accueilli, que vous souffriez d'une psychose, vous le dites, et puis là, vous dites qu'on vous attribue une pathologie, comme si vous la refusiez. Au demeurant, médicalement, on vous dit que vous n'en guérissez pas d'une psychose. Si vous en guérissez, ça s'appelle leucémie, et vous en guérissez dans la forme, mais pas dans le fond, enfin dans les apparences, quoi. Alors déjà, c'est pas facile à avaler ça. Oui, alors, c'est vrai. On a du mal du coup à admettre qu'on a cette maladie, quoi. Vous comprenez ça. Donc, il y a effectivement, il y a un enfermement, un verrouillage de la médecine sur vous,
Verrouillage de cette maladie, hein. La psychose est aussi un enfermement. Qu'on vous donne, que vous êtes obligé de prendre. Si vous les prenez pas, en fait, il y a. Enfin, moi, j'ai toujours eu, j'ai toujours pris mes drogues. Je les appelle drogues, pas médicaments. Hein, vous remarquez la différence. Les peu de fois, rares fois où j'ai distendu les prises, vous êtes addict à ça, en fait. Et donc, vous perdez le contrôle de vous-même si vous arrêtez, quoi. Alors, voilà. Donc, moi ça dure depuis 22 ans. Hein. J'ai fait une psychothérapie, mais alors quand on vous oblige, quand on vous incite à faire une psychothérapie et que vous avez ces médications, ces drogues, comment voulez-vous finalement faire un travail sur vous authentique si votre liberté, elle peut pas suivre forcément, quoi. Hein. Voilà, donc au demeurant, alors moi j'ai quelques difficultés à accepter ça. De fait, quand je m'investis, j'ai pas pu faire d'études pendant très longtemps. J'ai essayé de faire des études, ça foirait à tous les coups parce que vous avez pas l'intégrité de votre esprit, quoi. Hein. Vous pouvez pas être efficace à faire un travail quand vous avez des neuroleptiques, etc. C'est pas évident. Des emplois, j'en ai eu, mais c'est des emplois qui quand vous n'êtes pas formé, c'est difficile d'être bon. Et au demeurant, même dans le milieu associatif, c'est difficile quand vous épanouissez un petit peu, c'est difficile de dire que vous avez ça. Parce que c'est diabolisé, c'est une maladie qui est diabolisée. Alors, vous parlez de la schizophrénie, notamment. Alors, moi on m'a tout envoyé à la figure. Schizophrénie. Là, à l'heure actuelle, je suis maniaco-dépressif, aux dernières nouvelles. Oui. Je crois que même j'ai le traitement pour les Ça n'a rien à voir, la schizophrénie et la maniaco-dépression. C'est pas du tout le même registre, Jean-Laurent. Il y a un peu une division de la personnalité. Non, c'est pas du tout la même chose. Comme on dit. C'est pas du tout la même chose. Ouais, alors avec les médications que je prends, les drogues, j'ai une stabilité, mais qui est pas épanouie parce que évidemment. Oui, mais je pense que si vous ne preniez pas ces médicaments, vous ne pourriez pas non plus parler comme vous le faites là et être dans la vie, être en relation avec les autres comme vous le faites. Mais tu vois, il y a un cordon à couper un jour, parce que avec moi, qui j'ai le philopathe à la patte, j'ai l'impression, et donc le fil avec qui? avec comme je disais au début, avec l'iniquité qui m'a accablé quand j'ai été séquestré. Alors consécutivement à ça, j'ai eu un moment de confusion, et puis etc. Vous savez comment ça commence, la schizophrénie. On parle de bouffée. Alors on a assimilé ma confusion, mais qui était légitime à une bouffée. Une bouffée délirante. Etc. Et donc quand vous êtes dans le milieu associatif, parce que je peux évoluer, j'ai travaillé, mais je peux évoluer que en bénévolant, sans du bénévolat. Oui. Et auprès vous êtes dans, je vous demande pas le nom de l'association, mais vous êtes dans quel domaine? Alors, les visites hospitalières, et puis une bibliothèque de jeunes, enfin de jeunes enfants, et puis un engagement confessionnel dans une association confessionnelle. Mais à moins d'être partagé effectivement comme on m'attribue l'être, vous tout naturellement, quand vous êtes bien avec les gens, quand vous êtes à votre place et que ça se passe bien, vous confiez. Et donc moi j'ai lâché dans une association que j'avais ça. Oui. Et aussitôt, comme j'évolue avec des enfants, on m'a mis à la porte, quoi. Voilà. Alors que ça se passait bien. Pardon. Alors que ça se passait bien dans cette association. Oui, pas plus mal que dans d'autres organismes, mais en l'occurrence, moi, je savais que j'étais utile et je servais à cet endroit-là, quoi. Et bon, et donc au-delà de ça, quoi, voilà, la problématique, c'est ça, quoi, d'en sortir, mais on peut pas en sortir. Dans cette maladie, on n'en sort pas. Alors vous êtes dans
on peut se stabiliser, c'est-à-dire que ça vous permet, comme vous le dites, d'avoir des activités qui vous enrichissent, où vous pouvez être au contact des autres. Oui. Donc bon, alors Oui, on peut après, faire ça, effectivement, on peut malheureusement, vivre à moitié, c'est vrai. pardon. On peut vivre à moitié ou Non, à peu c'est près. pas à moitié. À peu près. Bon, malheureusement, c'est vrai que ça stigmatise et ça peut faire peur, et surtout quand là vous travaillez auprès d'associations et d'un public de jeunes enfants. Donc, quand on ne sait pas bien ce qu'est cette maladie, Alors, pour tout vous dire, légitimement, les gens recherche- peuvent avoir peur aussi. Oui, Mais oui, c'est là où je dis que sans médicaments, vous n'êtes pas sans savoir, Jean-Laurent, que vous pourriez repartir dans des hallucinations et qui vous couperaient de la réalité. J'ai jamais eu d'hallucination visuelle. J'ai jamais eu d'hallucination visuelle. Auditive. Auditive non plus. J'ai défini à un moment donné que c'était ça. Ma route est passée par tel chemin, et donc je me suis engagé dans des formations, dans des etc., dans des directions personnelles, professionnelles et d'études. Mais j'ai jamais eu d'hallucination. Cette fixation que vous avez eue Pardon ? pour cette fixation que vous avez eue pour cette jeune femme. Certains fantasmes que vous aviez quand même par rapport très violents concernant vos parents, que vous écrivez dans votre mémoire, c'est quand même, ça relève de choses un peu préoccupantes. Oui, mais envers mes parents, j'ai symbolisé théâtralement un parricide. J'ai eu la malchance que le généraliste de la famille passe par là, alors que j'étais étudiant à l'époque, Pipoff. Mais je veux dire, on passe entre les mains de médecins, de fonctionnaires aussi. Je suis passé aussi dans le privé, mais on revisite pas, on n'expertise pas ce qui s'est passé. Et à propos d'expertise, je sollicite une expertise civile en fait, parce que j'aimerais avoir, en plus du document que j'ai produit, une trentaine de pages à peu près, j'aimerais qu'on me permette d'obtenir un document objectif, quoi, qui rassure éventuellement. Ça serait quoi un document objectif ? Objectif, objectif, c'est-à-dire qui émane pas de moi, quoi, en fait, directement, quoi. J'appelle objectif. Le document que je vous ai envoyé, j'appelle ça un document subjectif. Oui, c'est vous qui avez écrit sur la façon dont vous perceviez mon parcours. Votre parcours, mais un document, c'est-à-dire vous souhaiteriez être expertisé par un expert psychiatre. Voilà. Dans quel but ? Justement, pour tout vous dire, je vous disais que j'étais particulièrement heureux d'évoluer dans une association confessionnelle, avec des enfants, et ça serait une manière de progresser vers un éventuel retour dans cette association, dans la mesure où ils ont besoin d'être rassurés. C'est clair. Oui. Parce que ça fait peur, ces maladies. Et celui qui vous suit ne pourrait pas, sans parler d'expertise, vous faire une attestation. Ça, il s'est pas porté candidat. Non, mais vous lui avez demandé ? Pas directement. Mais vous pourriez peut-être lui en parler, dire que vous vous sentiez bien dans cette association, lui parler de ce qui s'est passé et dire peut-être qu'il pourrait faire ça se trouve il serait tout à fait d'accord pour vous faire une lettre disant que votre état psychique vous permet, le fait que vous preniez, comme vous le dites régulièrement, un traitement vous permet tout à fait de travailler dans cette association bénévolement. De travailler, c'est dur parce que je me lève tard le matin. Je veux dire de travailler. J'ajoutais bénévolement, c'est-à-dire mais bon, même si ce n'est pas rémunéré, c'est quand même une activité que vous faites. Non, mais j'ai 3 associations où j'évolue. Oui, donc peut-être d'évoluer, peut-être que votre psychiatre serait disposé à le faire. Vous pouvez lui en parler en tout cas. Pour l'instant, il n'est pas très réactif, mais voilà la situation où j'en suis là,
Et vous vivez chez vos parents ou Non, vous avez vous avez votre propre j'ai ma maison, appartement. près de chez eux par contre. Oui. Près de chez eux. Moi, j'ai vécu 22 ans dans une autre ville, à 30 km. Oui. Mais voilà. Et vous avez des rapports plus apaisés aujourd'hui avec eux? Alors, ben voilà, parce que dans cette histoire, je voulais commencer mon entretien avec vous en disant que moi, contrairement aux autres témoignages, j'étais seul. Mais non, d'abord on n'est jamais seul, mais peut-être que ma problématique est intimement, effectivement, j'essaie de comprendre, liée effectivement aux relations avec mes parents, etc. Et donc tout c'est ce compliqué, parcours de 22 années de vous leur en voulez encore? de tourments, je leur en veux. Oui, je leur en veux de pas reconnaître les faits que j'ai subis. Bon, au demeurant, ils m'ont aidé, hein. Ils ont inconsciemment à ce moment-là. Hein. Certainement. Ils ont inconsciemment agi toujours pour me soutenir. Et oui, certainement. Mais beaucoup plus, je pense que c'est important ça, oui. Ils ont dû avoir très peur pour vous à ce moment-là. Oui, mais j'aurais aimé qu'on ait moins peur, parce que finalement j'avais besoin que d'une chose essentielle. Hier soir, vous avez eu un temps de silence après une intervention un peu agressive, même carrément agressive. Mais il faut parfois laisser aux gens du temps, hein, pour accuser des coups qu'ils reçoivent. Oui, mais ça n'a rien à voir. On se presse là, très souvent et on fait Oui, mais à ce moment-là, je pense que vous n'étiez pas forcément vous à même d'évaluer la situation de danger pour vous-même. La comparaison que vous faites avec ce qui s'est passé hier soir, il y avait, voyez. Oui, ça n'a pas de. Non, il n'y a aucune commune mesure. Non, mais je parle du silence en fait, hein, du temps qu'on peut s'accorder pour réfléchir, pour gérer une situation, c'est précis. En tout cas, moi je vous conseille, Jean-Laurent, quand même de voir avec le psychiatre qui vous suit, parce qu'une expertise n'est pas forcément nécessaire, mais de voir, de lui parler de ce qui est arrivé dans le cadre de cette association et qui vous affecte beaucoup là en ce moment, et peut-être ça date d'il y a 2 ans, mais ah, ça date d'il y a 2 ans. Ouais. Mais au demeurant, vous voyez, on m'a proposé dans la mouvance de cette éviction, on m'a proposé une autre association où je pouvais évoluer. En tant que célibataire, c'est précieux de pouvoir avoir autour de soi des gamins, de jouer, d'échanger. Oui, mais enfin, vous comprenez aussi que c'est normal qu'ils s'entourent d'un minimum de précautions, parce qu'ils ont aussi une responsabilité par rapport aux parents qui leur confient ces enfants. Voilà. Et donc l'information avait filtré, et puis donc voilà. Ça n'a pas plu, mais je les comprends au demeurant. Mais ils ont aussi des responsabilités. Par contre, c'est qu'effectivement on diabolise des choses qu'il faut pas généraliser, quoi. Bon, en tout cas, on est tous des cas particuliers, hein. Certes. Bon, allez. Certes. En tout cas, merci de votre appel, Jean-Laurent. Au revoir. Merci. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Martine. Martine, oui, vous êtes avec nous? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous m'appelez parce que je crois que vous avez un fils dont la petite amie est très jalouse. Hein? Oui. Quel âge a-t-il, votre fils? Il a 37 ans. Ah oui, d'accord. Oui, je pensais que c'était un très jeune homme. Non, c'est un homme... Et donc, oui, il est avec elle depuis un peu plus de 6 mois. Et il s'est rendu compte petit à petit qu'elle était excessivement jalouse. Et ce sont des soupçons permanents
d'infidélité, des besoins de vérifier son téléphone portable pour savoir les coups de fil qu'il a donnés. Vraiment et puis elle devient très agressive par moments. Alors ça m'inquiète un peu parce qu'on a regardé un peu. Il me dit mais la définition, là, on avait regardé sur internet, ça correspond exactement. Elle fait exactement tout ce qui correspond à cette histoire de jalousie maladive. Et j'ai l'impression aussi qu'elle essaye un peu de l'isoler. Parce que elle n'aime pas qu'il lise le journal, qu'il regarde la télé, qu'il parle à une femme, qu'il regarde une femme, oui. Et il s'en est pas trop rendu compte, mais au fil du temps, il se rend compte, en fait, il me dit, j'ai l'impression maintenant d'être dans une prison. Oui, bon, ça ne fait que 6 mois qu'ils sont ensemble et déjà elle a ce comportement-là, mais qui n'existait pas au début de la relation. Mais qui est quand même arrivé petit à petit. Il a pas trop fait attention au départ, mais maintenant ça devient de plus en plus aigu. Et donc ça fait 2-3 fois qu'il s'en va, mais bon, il part 3-4 jours et puis il revient après. Et apparemment, j'ai l'impression qu'il les tient quand même. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est de savoir si ça se guérit. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette pathologie ? C'est quoi, de la paranoïa ? Non, pas forcément, non. Enfin... Est-ce que c'est grave ? Alors, elle a eu des problèmes dans l'enfance. Elle a ses parents qui sont ensemble, mais son père était assez volage, il partait avec des femmes, etc. Alors, est-ce que ça a marqué aussi son manque de confiance certainement dans les hommes ? De toute façon, la jalousie, quand elle est à ce niveau-là aussi exacerbée, elle puise toujours ses origines dans le passé. Donc, et parfois très très loin, c'est-à-dire que ça peut être même dans la petite enfance, c'est-à-dire ça peut être des séparations mal vécues, ça peut être l'arrivée d'un petit frère, d'une petite sœur, un sevrage mal vécu, une séparation pour entrer à l'école. Enfin, c'est donc des choses que l'auteur a même oubliées, mais qui sont réactualisées dans le présent. Donc, qui n'ont rien à voir en fait avec la situation présente. C'est pour ça que donner des preuves de fidélité à un jaloux ne sert à rien, ne le rassure pas. C'est vraiment quand c'est à ce point exacerbé, oui, il y a vraiment nécessité d'une thérapie, d'une prise en charge. Maintenant, j'ai envie de dire, si ça fait 6 mois qu'ils sont ensemble, qu'il est déjà parti, enfin bon, on peut se poser la question pourquoi votre fils aussi s'accroche, parce que il pourrait partir. Alors apparemment, il se confie à vous. Oui, mais je pense qu'il y tient quelque part. Oui, mais c'est ça qui est un peu préoccupant aussi. Oui. Est-ce qu'il, lui, il pense que c'est une preuve d'amour ? Oui, pour moi, non, justement. Je vois pas. Si on n'a pas confiance en quelqu'un, moi, je vois pas qu'il y ait de l'amour dedans. Mais c'est surtout en elle qu'elle n'a pas confiance. Oui. C'est ça, c'est pas... Parce que, vous voyez, là, bon, bien sûr, il y a cette histoire, si en plus, elle a eu un père très volage, qui n'arrêtait pas de tromper sa mère, ça peut jouer. Mais elle est fille unique aussi. Oui. Oh, il y a certainement plein d'éléments, mais au-delà de ça, toute femme est une rivale potentielle pour elle. Oui, tout à fait. Donc, avant tout, c'est souvent entre soi et soi, c'est-à-dire qu'on accuse l'autre. Il y a différentes formes de jalousie. Là, ça semble... Il y a plusieurs formes de jalousie, mais et dans certains cas, elle peut être, si vous voulez, il y a la jalousie qu'on voit dans le théâtre de boulevard, ça tourne au vaudeville, et puis il y a l'Othello de Shakespeare, ça finit dans le sang. Alors vous voyez, il y a des... alors je veux pas vous inquiéter, mais bon, là, on n'en est pas là, mais c'est vrai que le fait de vérifier son portable, d'être comme ça toujours l'impression d'être trompé, il peut pas regarder une femme, le fait de l'isoler, il peut pas lire le journal, enfin, c'est-à-dire toujours ce besoin permanent d'attention qui lui soit portée. C'est comme si quelque chose, c'est au-delà de la rivalité avec les autres femmes, c'est dès qu'il fait quelque chose en dehors d'elle, c'est comme si ça lui était retiré à elle. Donc ça traduit vraiment une carence
chez elle un manque affectif certainement très fort. Donc si de deux choses l'une, soit votre fils, ce qu'on pourrait dire, il s'en va quoi, parce que il rompt la relation, parce que ça peut tourner à l'enfer. Oui. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas construit ensemble, ça fait 6 mois. Bon, soit, vous me dites, il semble tenir à elle, mais il faut vraiment qu'il lui dise, comme dit Brigitte, est-ce qu'il dialogue avec cette jeune femme, qu'il lui parle de son sentiment d'être prisonnier, c'est-à-dire qu'il lui dise qu'il n'accepte pas cette situation, qu'il ne l'accepte pas, et que d'une certaine façon, si elle continue comme ça, il va arriver ce qu'elle redoute, c'est-à-dire qu'il va finir par partir. Donc il faut qu'elle se fasse aider, parce que elle est en souffrance, certes, mais du coup leur relation est en souffrance. Donc voilà ce que vous pouvez dire à votre fils, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas d'être tyrannisé de la sorte. Voilà. Je crois que vous pouvez juste lui conseiller ça. Donc et après, mais qu'il mette des limites très vite, parce que sinon il va être embarqué dans une histoire infernale. Voilà, Martine. Au revoir. Merci. Au revoir. 39 21, 34 centimes la minute. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'aux alentours de minuit 35. Alors place à vos témoignages encore au 39 21, à toutes vos réactions au 7 21 21 code nuit, et également par courriel sur le site dublanche.europe1.fr. Des réactions aux témoignages de Martine, qui s'inquiétait pour son fils âgé de 37 ans, qui est avec une jeune femme apparemment extrêmement jalouse. La Luciole dit mais c'est un besoin de contrôle et pas seulement quelque chose d'affectif, puisqu'elle le prive même de lire la presse. Une mainmise étouffante, une seule solution, fuir. Annie qui dit les jaloux peuvent devenir dangereux, il y a une escalade. Isabelle qui dit et comment est-elle par rapport à sa belle-mère? Y a-t-il de la rivalité aussi? Bonne question, Isabelle, parce que ça ne va pas être simple pour cet homme qui se confie beaucoup à sa mère. C'est ce que relève d'ailleurs un auditeur ou une auditrice, c'est pas signé son message, mais qui dit mais vous avez beaucoup trop de détails, je trouve. Et attention, Martine, ne vous impliquez pas trop dans leur couple, car à 37 ans, ce n'est plus un adolescent. C'est juste, Annie d'ailleurs dit votre fils se rendra compte s'il faut rester ou partir, il est grand, et c'est ce que dit le subversif. Il dit attention, parce qu'entre de la jalousie et de l'intrusivité, ce pauvre homme a fort à faire. Et Georges qui disait justement alors on n'écoute pas le chouchou ce soir, il est peut-être malade, ça m'inquiète un peu moi. Et Georges, il nous fait une crise de jalousie aussi. Il illustre en direct, il se dit, voilà, il est déchu, il pense de son piédestal. Il dit, je ne suis plus le chouchou, désormais c'est le subversif. Vous venez de l'entendre. Allez, on va dire que je n'ai pas de, moi je ne fais pas de, il n'y a pas de rivalité comme ça entre vous. Je ne vais pas rentrer dans votre jeu. Et puis il y a Néjoute qui dit, voyez, ça vous fait réagir, qui dit, moi, je maîtrise ma jalousie avec le subversif. Annie qui dit, avez-vous vu l'émission reportage Que faire de nos fous il y a environ 15 jours? Non, je l'ai pas vu. J'ai vu en revanche l'émission sur la 6 Enquête exclusive, qui était consacrée justement à la maladie mentale, où on voyait des unités de malades difficiles. Oui, c'est étonnant. Il y a beaucoup de... Enfin, c'est étonnant. Non, mais je constate qu'il y a beaucoup de reportages faits sur la maladie mentale en ce moment. Marqué, c'est peut-être suite aux faits divers dont on a parlé. C'est bien parce que ça donne un autre point de vue que ces faits divers, où justement on se rend compte que dans les formes graves de maladie mentale, ils sont surtout dangereux pour eux-mêmes avant d'être dangereux pour autrui. On accueille Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
Alors, vous vous demandez ce qui se passe entre votre femme et vous. Ça fait 39 ans que vous êtes... Oui, depuis janvier. Depuis le 8 janvier, oui. Que vous êtes mariés, hein? Que nous sommes mariés, oui. 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 Donc je voulais savoir, moi, ce qu'il en était par la suite, parce que là, depuis quelques années, si vous voulez, elle a rencontré un ami d'enfance qu'elle a connu à l'âge de 15 ans à peu près. Oui. Et puis qu'au fur et à mesure, parce que on voyage pas mal de fois, donc elle est surtout des Antilles, ce qui veut dire que quand on est là-bas, dans ces cas-là, si vous voulez, cette personne-là, on l'a donc revue au bout d'un nombre d'années que moi je ne savais pas qui c'était au départ, avec une cousine qui lui a présenté. Et depuis ce moment-là, si vous voulez, il lui a demandé de venir chez elle, enfin moi avec et notre fille, de façon à prendre un apéritif entre nous, quoi. Mmh. Et entre-temps, sur le coup, personne n'a prêté attention, puis au fur et à mesure des années, ce qui devait arriver arriva, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont eu une relation beaucoup plus tard, quoi, si vous voulez, quoi. Mmh. Donc, si vous voulez, il y a des contacts chaque fois qu'on est là-bas, en vacances. Bon, quand elle revenait, si vous voulez, c'était vraiment pas la joie de revenir, quoi. Elle a vécu aux Antilles. Elle est antillaise. Elle est antillaise, hein. Mm-hmm. D'accord. Donc elle l'avait connu. C'était un jeune homme à ce moment-là qu'elle connaissait. Voilà, qui est antillais aussi. Donc vers l'âge de 15 ans, quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, elle est partie vivre avec lui ou elle est actuellement avec lui, mais lui vient de là-bas uniquement pendant quelques mois ici, puis repart. Mais alors, comment ça se passe ce qu'il y a, c'est que dans votre couple? Moi, je vis seul dans la maison. Oui. J'ai aucune relation avec elle. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que elle ne veut pas prévenir, signaler aux Antilles, à la famille, qu'en fin de compte, elle est en dehors de la maison. Oui, mais quand cet homme vient... Oui, il est seul avec elle. Et elle va où alors? Elle a loué une maison. Ah, mais après elle revient avec vous? Non, pas du tout. Ah non, elle a loué une maison dans laquelle elle vit maintenant, voilà. Séparément de vous. Voilà. Mais on est toujours mariés. Mm-hmm. Et donc, moi... Depuis combien de temps ça se passe? Elle est partie depuis septembre 2008. Ah oui. Et lui vient uniquement ici pour quelques mois. Quand il arrive au mois de novembre, il repart au mois de mai. Et apparemment, quand quelqu'un de la famille lui demande là où elle est, elle donnera l'adresse ici, quoi. Elle donnera pas l'adresse où elle est actuellement. Comme si elle veut pas qu'on sache que... Et malgré ça, ils le savent quand même. Oui, ça se sait au fond. Ça se sait quand même, quoi. Et avez-vous gardé des contacts avec elle? J'ai des contacts toujours avec elle, oui. Elle vient ici de temps en temps et apparemment tout se passe comme il faut. Apparemment, c'est-à-dire? Non, apparemment, je veux dire que tout se passe comme il faut entre elle et moi. Il n'y a pas si vous voulez, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a rien du tout, quoi. Mais moi, je me suis fait une raison. Je me suis dit, si elle est avec lui, c'est parce qu'elle veut vraiment être avec, quoi. Alors, je veux pas non plus, si vous voulez, l'agresser ni quoi que ce soit, puisque mais on s'entend très bien. Mais vous n'avez plus de relation intime? Voilà. Depuis quelques années, puisque à chaque fois qu'on allait en vacances, quand elle revenait ici, c'était vraiment le drame, quoi. Mm-hmm. Parce qu'elle restait toujours avec lui au niveau de l'aéroport avant de prendre l'avion. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc moi je me pose des questions vraiment, et d'ailleurs ma fille qui est entre les deux, elle me dit mais elle va revenir, et je dis moi je peux pas la forcer à revenir si elle veut pas non plus. Non. Ça c'est son problème, c'est pas le mien, moi je peux pas non plus. Et on sent quand même, si vous voulez, que elle n'est pas vraiment à l'aise, quoi. Oui, certainement, pour au fond ne pas dire officiellement qu'elle est avec cet homme. Cet homme est libre par ailleurs, ou il a une vie aux Antilles, une vie de couple? Pour tout dire, il a une vie, c'est que, comme il a déjà dit là-bas, devant tout le monde, c'est que toutes les femmes qu'il veut, il les prend comme il veut, et puis c'est tout. Voilà son style. Donc, moi, je suis un peu sur mes gardes, quoi. Oui, il n'est pas officiellement en couple. Il a beaucoup d'aventures. Non, il est pas en couple. Non, pas du tout.
Oui, donc elle n'a pas de raison de tenir sa relation secrète. Voilà. Par rapport à pour le préserver par rapport à à sa situation, une situation familiale qu'il aurait aux Antilles. Parce que lui, si vous voulez, au départ, bon, il était marié, donc sa femme vivait aux Antilles aussi, en somme, et elle est partie de là-bas parce qu'apparemment, si vous voulez, quand elle rentrait le soir, parce qu'elle était dans un milieu médical, et vous savez que le milieu médical, vous n'êtes pas à 5 minutes, comme on dit, vous faites des soins, vous continuez vos soins jusqu'au bout, vous pouvez rentrer aussi bien 1 heure ou 2 heures après. Et à chaque fois qu'elle rentrait, c'était le scandale, quoi. C'était vraiment l'horreur, quoi. Comme elle disait, mais moi je suis à l'hôpital, je suis pas à courir dans tous les sens, quoi. Et lui, c'était le jaloux. Oui, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu rentres à cette heure-ci? Il se montrait jaloux alors que lui, en fait, est un très grand. Enfin, il a beaucoup d'aventures. Voilà, c'est ça. Et ça, automatiquement, sa femme est repartie en métropole. Et depuis, maintenant, je ne sais pas s'il est encore divorcé ou pas, mais alors il vient ici, soi-disant, en métropole pour voir ses enfants. Oui, et ça, forcément, votre femme est au courant de ce comportement, enfin de ce tempérament-là. Elle est au courant, oui. Donc, savoir maintenant ce qui va se passer, je ne sais pas. Alors donc, ça fait un peu plus ça fait 1 an et demi, quoi, à peu près. Hein. Oui, elle est partie depuis septembre 2008. Hein. Oui, mais ça a commencé un peu avant, parce que chaque fois qu'on allait en vacances, à chaque fois... oui, j'ai bien compris. Avant de prendre l'avion, il restait avec elle dans l'aéroport, quoi. Et puis moi, j'étais tout seul avec ma fille, quoi. Mais quand vous dites, parce que vous avez appelé, qu'est-ce que vous dire, j'aimerais comprendre ce qui se joue, mais au fond, vous savez ce qui est en jeu, ou qu'est-ce que vous attendez vous attendez encore quelque chose, je ne sais pas si vraiment, parce que quand je la vois, quand elle vient de temps en temps à la maison, parce qu'elle vient me voir de temps en temps, selon comment c'est, j'ai l'impression, si vous voulez, qu'elle n'est vraiment pas heureuse dans son cas. Donc, moi, je veux pas non plus couper les ponts complètement, sachant qu'elle-même n'est pas elle-même, parce que on a l'impression que, si vous voulez, elle est hypnotisée par lui, quoi. Lui, il a dit ci, il a dit ça. Elle vous en parle? Quand je lui dis ça va, tu es heureuse, elle me répond oui, mais c'est tout, quoi. Si vous voulez, c'est vraiment pas la réponse où vraiment je sens que vraiment elle est heureuse, point final, quoi. Parce que quelqu'un qui est heureux, il va pas vous répondre ça en général. Et là, apparemment, on sent qu'à chaque fois il y a quelque chose. Et d'ailleurs, les amis qui l'ont vue m'ont dit qu'elle n'est plus la même. Mais vous aimeriez pouvoir la reconquérir? Oui, mais comment? Comment, justement, en l'attendant pas forcément comme vous le faites? Parce que moi, j'attends, puis en silence. Peut-être que je me détruis par moi-même. Oui, c'est ça le problème. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si elle sait... parce que cet homme, il a le beau rôle, entre guillemets. Hein. Forcément, après 39 ans de vie commune... Oui, mais justement, 39 ans, c'est énorme quand même, parce que... Eh oui, mais c'est énorme, bien sûr, Daniel. Mais il y a... Vous fonctionnez pas si mal, enfin vous aviez une vie quand même assez agréable, vous voyagez ensemble, vous aviez, semble-t-il, des centres d'intérêt communs. Oui, on avait pas mal de choses ensemble, oui. Oui. Et là, le fait d'arriver là-bas, que la cousine... il y a eu cette rencontre. Mais oui, mais parce que, si vous voulez, cet homme, alors déjà, il évoque le côté sa jeunesse, puis c'est un séducteur. Voilà. Donc il a su, si vous voulez, un petit peu, et puis c'est facile, c'est là où je dis il a le beau rôle, il a su la séduire, un peu la faire rêver, tout ce qui est plus difficile quand on vit ensemble au quotidien. C'est-à-dire qu'on oublie un peu la part de rêve, de séduction, on est absorbé par les habitudes du quotidien. Donc, et puis là, au fond, il vient quelques mois, il repart, il est là sans être là, pas tout à fait disponible. Contrairement à vous qui, au fond, êtes là, elle sait, votre femme, que vous l'attendez. Donc, peut-être, au fond, que si elle se demandait
elle se posait des questions un peu sur vous, sur votre vie, sur ce qui se passe dans votre vie, sur le fait que après tout, ce qui s'est passé pour elle, ça pourrait se passer pour vous, à savoir que dans ce temps où vous êtes seul, vous aussi, vous pouvez faire des rencontres. Justement, un jour, je lui ai posé la question, justement, puis je lui ai dit, mais au fait, si jamais un jour j'avais quelqu'un, elle m'a répondu du tac au tac, elle m'a répondu, j'aimerais pas. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Vous voyez. Alors pourquoi moi, j'aurais pas le droit et qu'elle peut se permettre des... Oui, mais justement, creusez cette piste-là. Voilà. Ou laissez-lui entendre, je vous dis pas, après tout, laissez-lui entendre à un moment laissez-lui entendre, mais il s'agit pas simplement de lui dire, il faut les jouer plus finement. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'elle se rende compte qu'elle peut vous perdre. Qu'elle peut vous perdre et que vous n'êtes pas là à l'attendre tristement, attendre tristement son retour. Oui, parce que moi, c'est ce que je fais actuellement. Donc, et ça vous évitera pour vous, comme le dit Annie, de subir cette situation qui est difficile. Oui, très dur. Ouais. Vraiment. Et de vous enfermer dans une tristesse, dans une mélancolie, et après tout de sortir un peu de, je sais pas, vous avez un peu des amis à vous personnels, pas seulement. J'ai pas mal d'amis, oui. Donc j'ai pas mal d'amis, donc autrement je fais aussi pas mal de musique avec des professeurs et tout ça. Donc, j'ai pas mal de contacts. Donc là, j'ai pas mal de choses niveau métier. Comme on dit, bricolage, pas mal de choses. Donc ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et les amis, j'en ai en quantité. D'ailleurs, beaucoup me téléphonent régulièrement pour savoir comment ça va. Bon. Et apparemment, j'ai remarqué, excusez-moi de vous dire, mais j'ai remarqué une chose, c'est que certains amis m'ont dit qu'ils avaient moins de contact avec elle depuis ce qui s'est passé. Oui. Maintenant, c'est pas moi, comme je dis, qui est... Oui, je comprends. Vous êtes extrêmement respectueux. Donc, il y a Brigitte qui dit, combien de temps êtes-vous prêt à supporter cette situation? Et d'ailleurs, comment la supportez-vous? Donc, Vincent qui dit, profitez de la vie. Il y a Léa qui dit, vous en parlez avec un calme étonnant, peut-être, elle dit, vous pouvez essayer de la reconquérir, il faut être un peu imaginatif, mais surtout, vous, prenez soin de vous, sortez le plus possible, et ça peut, comme Yanni, laisser planer le doute. Vraiment. Donc, parce qu'elle vous l'a dit, quand vous lui avez posé la question, et moi, si j'avais quelqu'un, elle supporterait pas. Alors, je ne dis pas, je ne peux pas vous dire que ça la fera revenir vers vous, Daniel. Peut-être que tout dépend de ce qui se passe entre cet homme et elle. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cet homme, vous dites, il a embringué dans plein d'autres histoires, il a l'air d'aimer beaucoup sa liberté. Oui, peut-être que après tout, votre femme y trouve son compte aussi de l'avoir que quelques mois et de ne pas être partagée en quotidien aujourd'hui avec un homme. Donc peut-être qu'elle trouve son compte dans cette nouvelle vie, donc qu'elle ne reviendra pas, mais en tout cas, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Et puis, qui sait, peut-être qu'au hasard de ces sorties, de ces rencontres, déjà vous vous sentirez un peu mieux et que peut-être vous ferez une rencontre. Mais de toute façon, ça vaut le coup d'essayer. Et ce qu'il y a, c'est que dernièrement, justement, j'ai vu ma fille, parce que je la vois régulièrement, et elle me disait, justement, en parlant de sa mère, elle me dit, je pense que maman va revenir parce que ça peut plus continuer comme ça. Alors, j'ai pas posé la question parce que je suis assez discret. Donc, j'ai laissé faire, elle m'en a parlé, mais c'est tout. Et maintenant, j'essaye de voir. Mais je vous dis, n'attendez pas tristement son retour chez vous, parce que sinon, pour votre femme, c'est trop facile d'avoir un homme. C'est pas forcément très séduisant. C'est trop la sécurité. Elle a besoin d'être un peu bousculée et de se dire, si jamais, peut-être elle devait revenir, c'est peut-être la peur de vous perdre qui pourrait la faire revenir. D'accord. Bonne chance en tout cas. Merci encore. Puis
Bonne chance à vous, Daniel. Merci de tous vos conseils. Et je vais essayer d'y penser. Bonne chance. Au revoir, Daniel. Bonne soirée. Il y a Stéphane qui me dit, ayant découvert votre émission il y a relativement peu de temps, pourriez-vous me préciser ce que c'est cette histoire de subversif par avance? Merci. On pourra en faire toute une émission. C'est un auditeur, et quel auditeur de l'émission, et c'est son pseudo, le subversif. Voilà. Il est l'heure de nous quitter, je crois. Voilà, Fifi me fait signe de la main. Je vous souhaite une très belle nuit à l'écoute d'Europe 1. Tout de suite, vous allez avoir un disque, Taratata, un très bon week-end. Et nous, on se retrouvera lundi, bien sûr, dès 23h. Au revoir. À lundi.